tu as été coupé sur la partie, qui disait, que, le critère des fonds propres, est un critère Sur pour les quel prêts BPI, mais c'est a priori pas un critère pour le crédit garanti par l'État, par le prêt pour le prêt garanti par l'État. Oui, hein, c'est ce que nous a dit Arnaud Codou hier. A priori, les fonds propres, c'est un critère spécifique BPI France et que dans le cadre des discussions avec vos banques, euh, la question des fonds propres n'est pas un frein systématique, mais ça fait partie de la discussion avec vos banques. Euh, Point suivant, les prêts à tout BPI France, qui d'après ce qui nous a été indiqué hier, donc arrivent uniquement en second rideau, en supplément des prêts PGE. Eh bien, pour beaucoup, ça n'est pas une question, en tout cas à court terme. Certains ont essayé et n'ont pas réussi à faire la demande. Un certain nombre envisagent encore de le faire, mais il y a encore pour l'instant qu'une toute petite minorité d'entrepreneurs qui ont fait cette demande de prêt auprès de BPI France. Euh, voilà, donc c'est encore tout à fait à l'ordre du jour. En ce qui concerne les réponses, eh bien, on voit que il y a des discussions en cours, il y a des accords oraux, il n'y a pas encore d'accord formel, il y a un certain nombre de retours négatifs qui sont pas négligeables, mais donc aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui est largement en cours de discussion. Voici les principales questions qui nous ont été posées. Peut-on cumuler PGE et atout? Là, la réponse est clairement oui. Faut-il un minimum de CA pour bénéficier de atout? A priori, non. Euh, voilà les questions. Bon, problématiques essentiellement de discussion avec les banques. Voilà les principales questions. Dernier point traité, la situation personnelle. As-tu été atteint par le Covid? Actuellement, parmi les répondants, il y a 4 entrepreneurs qui ont été atteints par le Covid et pratiquement 16%, c'est-à-dire une douzaine, qui se posent la question de savoir s'ils ont été atteints ou pas. Et sur la question de la rémunération, près de la moitié n'ont pas changé leur salaire. Euh, Par contre, 20% d'entre eux ont réduit le salaire pour préserver la trésorerie et certains vont aller chercher les 1500 euros du fonds de solidarité. Je vous rappelle qu'il y a un petit document qui est disponible qui explique dans quel cas on peut ou pas aller chercher ce fonds de solidarité. Beaucoup de questions et beaucoup de thèmes que vous souhaitiez que nous abordions. Donc, on ne va pas pouvoir tous les traiter aujourd'hui, mais nous les avons bien notés. Et ils se focalisent beaucoup sur la sortie de crise. Quand est-ce qu'on peut envisager une sortie de confinement? Comment peut-on préparer l'avenir? Quel est l'impact à court, moyen, long terme? Comment avoir une action commerciale à distance, etc., etc. Quelles sont les bonnes stratégies de crise? Et donc, une partie des séminaires qu'on va avoir faire seront sur ce sujet, comment préparer la suite. Indépendamment des questions, beaucoup de demandes. Organiser des échanges entre entrepreneurs au sein de la communauté, c'est ce qu'on fait. Le prêt rebond, qui n'a pas été beaucoup traité, les problèmes de paiement, que faire vis-à-vis des clients qui ne payent pas, et puis beaucoup d'encouragement à continuer. Et nous vous remercions pour ces encouragements. Voilà, j'en ai terminé
de cette présentation. Est-ce que vous avez éventuellement quelques questions? Il y a une question sur le sujet des congés. Je n'ai pas d'informations précises sur ce sujet-là. Est-ce que quelqu'un a des éléments? Je crois que c'est les vacances demain, non? Vous allez pouvoir rester chez vous. Les vacances demain, j'ai lu un article disant que la maréchaussée allait faire extrêmement attention à ce que les gens ne partent pas en vacances dans leur résidence secondaire et qu'il y a un dispositif avec 60 000 agents pour choper les gens qui chercheraient à partir en week-end pendant ces vacances. Je vous rappelle que 20% des Parisiens sont partis hors de Paris à l'annonce du confinement. Merci Tristan. Il me semble que la question sur les congés payés, c'est est-ce que les entreprises peuvent forcer leurs salariés à prendre un minimum de jours de congés payés avant de bénéficier du chômage ou travail partiel. Sous le contrôle de Geoffroy que je vois là, il me semble que la décision du gouvernement politique a été prise, mais qu'il faut voir ça et valider ça filière par filière selon les conventions collectives. J'ai eu connaissance, oui, de ce projet. Maintenant, je ne sais pas comment ça se traduit juridiquement. Je ne suis pas un spécialiste du droit du travail, mais ce ne serait pas évident parce que, comme tu le dis justement, il y a des conventions collectives, il y a des accords de branche, il y a des accords entre entreprises. Et outre politiquement, juridiquement, ce serait difficile de contraindre les entreprises d'imposer de tels congés. Mais je sais que c'est souhaité et certaines entreprises l'envisagent ou déjà le proposent, alors plutôt des grands groupes, à leurs salariés. Et c'est un moyen comme un autre que de résoudre, financièrement du moins, la situation actuelle. Je rajoute un tout petit point. J'ai mis dans le chat le lien sur la présentation des résultats des sondages. Donc, si vous voulez consulter à tête reposée ce document, vous pouvez accéder au lien que je viens de poster à 11h20. Alors, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, mais on va passer à Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Je vais moi aussi résumer en quelques slides que je vais essayer de partager avec vous. Ah oui, effectivement, je n'avais pas prévu ça. Alors, tu veux que je m'en occupe ou pas? Ben, je veux bien que tu le passes, oui, parce que en fait, je l'avais sur mon écran, mais je ne peux pas le monter sur Zoom tout de suite. Ça marche. Les joies de l'iPad. Hop. Ça va faire plaisir à Tu ne prends pas un ordinateur. Ça n'a pas beaucoup tardé, voilà. Il y a des choses qui sont à peu près certaines, les impôts et la réaction de Jean-Christophe quand on prononce le mot iPad. C'est rassurant. Donc moi, je vous fais un petit point sur ce qui remonte des best practices par rapport à la finance. Première chose, vous connaissez tous ce proverbe, cash is king. La plupart d'entre vous ne connaissent pas la suite. La suite, c'est and cash flow is the castle. Le sens de cette remarque, c'est que ce n'est pas parce qu'on a du cash, ce n'est pas parce qu'on est fortuné ou qu'une entreprise a de la trésorerie qu'elle est en sécurité. Quand on a de l'argent mais pas de cash flow, on n'a pas de château, c'est-à-dire qu'on est un roi sans terre. Et un roi sans terre, on sait ce que c'est dans l'histoire. Tristan, si tu peux éteindre ton… C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc un roi sans terre, on sait ce que c'est quelqu'un qui est ballotté au gré des alliances politiques. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir sur sa propre politique. Donc, avoir de la trésorerie maintenant, ça n'est pas, et c'est le sens de mon message, une garantie de sécurité.
Hein. Ça n'est qu'un état temporaire et c'est effectivement mieux d'avoir de la trésorerie que de ne pas en avoir. Mais ça n'est pas suffisant. Donc, je vous emmène maintenant dans la suite des best practices. Je ne vois plus le… T'as pas de Je vois la tête de… G? Voilà, de G, voilà. Donc, il y a deux types d'entreprises, les entreprises impactées, les entreprises non impactées. Juste une question là pour tout le monde. Est-ce que vous voyez actuellement la présentation de Patrick? Non, Ou est-ce on que voit la vous- tête de ta fille. Moi, je vois la présentation. Super. Moi, je vois la présentation. Moi, Ok. moi, je ne vois que la tête de Jenny. Ah, Éventuellement, change le setting de ton écran. Oui, mais je ne peux pas. c'est mieux comme ça? Là, je vois Jean-Christophe. Je ne peux plus voir. Non, mais c'est pas Bon, grave. apparemment, la plupart d'entre vous voient l'écran. Ah, c'est plus le cas, moi non plus. Ah si, attends, c'est bon. Ah, attends, oui, Jean-Christophe, c'est joli. Super. Donc, il y a deux types d'entreprises, les entreprises impactées et les entreprises non impactées. On l'a vu dans le sondage, tout le monde n'est pas impacté par la crise Covid-19. Hein. Donc, je vais donner des conseils qui me semblent des best practices pour les deux cas de figure. Pour les entreprises impactées, ça concerne la plupart des entreprises en France et ailleurs. Notamment, ça concerne, je dis ailleurs, parce que vous êtes nombreux à avoir des filiales ou à avoir des partenaires de distribution ou des partenaires de supply chain à l'étranger. Donc l'impact, il est à deux niveaux. Est-ce que vous êtes impacté là tout de suite maintenant parce que vos clients sont fermés, que vous ne pouvez plus agir, ou bien que vous n'avez plus de matières premières pour agir, ou bien que vous n'avez plus la capacité de délivrer vos services et vos produits, ça c'est un cas de figure, mais aussi il y a le cas des filiales, et notamment vous avez des cas très différents entre les filiales asiatiques qui redémarrent et les filiales américaines qui se ferment. Donc c'est à gérer pour ceux qui ont un groupe ou des relations internationales. Premier conseil, on ne paye que les plus faibles que soi et on repousse tous les autres paiements. Alors, bien entendu, repousser tous les autres paiements, ça ne veut pas dire se mettre dans des situations juridiquement difficiles. Ça veut juste dire le plus intelligemment possible, toute société, organisme qui a accès à du financement mieux que vous, d'accord, eh bien, finalement, essayez de ralentir ou éventuellement de faire un accord. C'est le cas, par exemple, avec vos propriétaires si vous êtes locataire, je parle à titre professionnel, essayez de faire un accord pour repousser le paiement des loyers. D'accord ? On a vu que le gouvernement donne de l'aide formellement juridique pour les toutes petites, ça ne vous empêche pas de vous rapprocher de votre bailleur, même si vous êtes plutôt une entreprise importante et que vous avez des loyers importants. On paye que les plus faibles que soi. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet collectif. On a une responsabilité, on n'est pas sur des îles désertes, on est une société. Et donc, si vous avez des gens dont finalement vous savez qu'ils ont moins accès que vous au financement, nous pensons que vous avez une obligation morale d'en prendre soin. Sujet suivant. Faites votre prévision de trésorerie sur les 6 prochains mois en mode crise. On a vu des prévisions de trésorerie qui espèrent qu'à partir du mois de mai, voire parfois du mois de juin, on est en retour à la normale. Ce n'est pas le conseil que je vous donne. Essayez d'avoir un scénario un peu plus noir que ça pour tester votre hypothèse de trésorerie. Troisième conseil, si vous êtes une entreprise impactée, allez donc rapidement chercher des financements auprès des banques et de BPI France. Alors, je m'explique un instant là-dessus. Il y a plus de 50 000 demandes de financement qui sont à hier dans le système bancaire. C'est un chiffre, c'est une estimation. Évidemment, on n'a pas de chiffre précis. Ça veut juste dire que c'est probablement 10 fois plus, ou peut-être 100 fois plus que ce que le réseau bancaire sait gérer habituellement. Donc, ne tardez pas.
ne tardez pas. Et si vous hésitez, si vous vous posez la question, montez votre dossier, allez chercher votre financement. Le temps qu'il soit instruit, de toute manière, vous avez de 10 jours à 15 jours devant vous. Vous pourrez toujours refuser de signer le contrat au dernier moment si vous jugez que ça n'est pas nécessaire. Ils ne passeront plus parce qu'il n'y a plus d'enveloppe. D'accord ? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le démarrage, c'est comme pour le travail partiel, le démarrage est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que ce qui avait été estimé. Donc, les enveloppes ne seront peut-être pas à la hauteur, en tout cas dans un premier temps. Je passe au conseil pour les sociétés peu impactées et qui sont, et c'est une bonne nouvelle, pour certaines en plein boom. Et si vous avez la chance d'être dans ce cas-là, ce n'est pas parce que vous avez le téléphone qui sonne toute la journée que vous n'avez pas de problème ou de questions financières. Je vous donne 3 conseils là-dessus. Soyez conscient du coût en cash de votre croissance et essayez de le rendre négatif. Ça veut dire globalement, essayez de faire un encaissement à la commande. Globalement, on pourrait rentrer dans le détail, mais globalement, ne vous dites pas j'ai triplé mon chiffre d'affaires et ça va bien se passer. Si vous faites 60 jours de crédit client, vous avez devant vous une crise de cash qui ne fait que grandir. Et donc, vous pouvez être à court de cash dans 4 mois ou dans 2 mois si vous ne faites pas attention à votre BFR. Deuxième conseil, sécurisez votre chaîne de valeur en amont, en aval et impliquez votre écosystème. Ça veut dire quoi? Si vous êtes cash rich et que vous avez du business et que vous avez un modèle de BFR négatif, conseil numéro 1, alors vous pouvez envoyer de l'argent dans votre écosystème, vers l'amont, vers l'aval, vers vos produits, vos fournisseurs, vers vos distributeurs, vers vos partenaires. En revanche, j'ai eu le cas hier d'une entreprise qui a tellement de demandes qu'elle ne trouve plus, d'accord, de produits à collecter pour les revendre. Ben, évidemment, là aussi, si vous avez du cash, utilisez-le pour sécuriser vos approvisionnements. Troisième conseil, c'est probablement le moment d'onboarder du talent. Onboarder du talent, c'est contre-intuitif, mais si votre entreprise est peu impactée ou si elle subit un boom, onboarder maintenant le talent. C'est un investissement. Ça va coûter un peu d'argent, d'accord, mais c'est comme ça que vous aurez plus de gens sur le pont pour la phase de reprise. Je conclus. Cash is king, etc. Si vous n'y pensez pas, vous ferez partie des gens qui se feront racheter ou qui iront peupler les tribunaux de commerce dans 2 mois. Cash is king and cash flow is the castle. Deuxième point, pensez à vos finances personnelles. Je suis de voir des gens qui ne se payent pas. On a l'expérience de nombreuses crises chez Melchion depuis 1996, ça doit être la 10e. Eh bien, vous avez des finances personnelles qui sont en danger. Vous n'avez pas filet de sécurité si vous êtes mandataire social. D'accord ? Donc, pensez à vous payer. Et dernière chose, la crise, c'est aussi une opportunité, bien sûr, en matière financière également. Ça veut dire aujourd'hui que vous pouvez vous mettre en situation de sortir de la crise avec un matelas de cash suffisant pour saisir des rachats de fonds de commerce, des recrutements de talents, bref, des opportunités qui vont être nombreuses et dans pas très longtemps. Je terminerai avec cette phrase que j'aime beaucoup de Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent sans slip. Alors, si vous êtes sans slip, eh ben, foncez à la banque, en achetez un. Mais si vous avez la chance d'être en bonne santé financière et d'avoir du cash, eh bien, réfléchissez effectivement à en prendre éventuellement un peu plus pour pouvoir saisir des opportunités ou accompagner votre écosystème si vous n'êtes pas trop impacté pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions ?
N'hésitez pas à lever la main aussi pendant les présentations. L'un de nous vous donnera la parole. Super. Bon, merci beaucoup Patrick pour ce point. Alors, je vais prendre la main à mon tour pour faire ma rubrique. Je vous rappelle qu'on a une chaîne YouTube que vous pouvez souscrire et puis même cliquer sur la petite sonnette pour être prévenu à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo. Voilà les dernières vidéos et on a toute une suite de vidéos sur le coronavirus. Donc, on a fait 12 vidéos à ce titre et parmi les premières que l'on ait faites, donc il y avait la cellule de crise, les recommandations Melsion. Donc, j'ai choisi de commencer sur un petit retour sur ces recommandations. Et après ça, je vous parlerai du chaman. Ma vision à l'époque, c'était que la maladie n'était pas un problème, que c'était un problème de capacité de réanimation et qu'il fallait regarder l'exemple de la Corée. Ce qu'on se disait tous, c'était que la crise sanitaire n'étant pas le sujet, c'était les conséquences qui risquaient d'être durables. Et 6 mois à 3 ans, je pense on a déjà dépassé les conséquences à 6 mois, parce que je ne pensais pas le gouvernement suffisamment idiot pour faire 1 mois de confinement. Et manifestement, il se prépare à faire plus que ça. Donc pour moi, chaque semaine qui se rajoute, c'est des mois qui se mettent à la crise. Alors, j'avais parlé de la question donc Excusez-moi, j'avais une toute petite. La maladie n'était pas le problème. La grippe 2018-2019, 8100 décès en 2 semaines, on en est encore loin. La canicule de 2013, 15 000 morts, jusqu'à 20 000 morts si on compte sur tout l'été, pardon, 2003. La grippe de Hong Kong, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en 68-69, plus d'1 million de morts dans le monde. On l'a complètement oublié. Et aujourd'hui, quand on regarde les facteurs de risque, une fois qu'on a le diabète et l'âge, 95% des morts en France, je crois que c'est 93, ont plus de 65 ans. On est sur une maladie qui est de ce point de vue assez comparable à la grippe, même si les effets ne le sont pas. Ensuite de ça, il y a un point auquel il faut faire attention, c'est que les nombres de morts annoncés, en gros, on coche la case coronavirus à chaque fois que quelqu'un est mort et qu'il est positif. Donc, je vais prendre un exemple extrême. Quelqu'un qui a un cancer en phase terminale, il meurt et il est positif au coronavirus. La case coronavirus va être cochée. Et donc, ça va faire partie des morts qu'on compte dans le sujet. C'est une maladie qui est pénible, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Tous les gens qui l'ont eu ont passé un sale quart d'heure. Je parle de ceux qui l'ont eu sous une forme importante. Les estimations qu'on voit notamment grâce aux très nombreuses dépistages qui ont été faits en Corée ou en Allemagne, c'est qu'il y aurait quand même 10 fois plus de gens qui n'ont pas de symptômes que de gens qui en ont. Et parmi ceux qui en ont, il y en a 10% qui vont à l'hôpital. Donc, ça veut dire qu'il y aurait beaucoup, beaucoup plus de malades que ce qu'on imagine. Et ceux qui en sont à être bien malades, en général, ils s'en souviennent. Alors, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Mon père me disait « Ah bah oui, effectivement, je me souviens avoir une grippe, ça je m'en souviens encore. C'était il y a 20-30 ans. » Puis ma mère rigolait derrière. En fait, ça ne faisait pas 20-30 ans, ça faisait 50 ans. C'était quelques mois avant la naissance d'un de mes frères, donc elle se souvenait particulièrement de la chose. C'était la fameuse grippe de 68-69, la grippe de Hong Kong. J'avais parlé après du fait que pour moi, c'était un problème de capacité d'accueil de réanimation, le besoin de limiter le pic, d'étaler la propagation de l'économie, et y compris au prix d'un impact sur l'économie, enfin la propagation de l'épidémie. Écoutez, on est parti avec 4 800 lits de soins intensifs et aujourd'hui, on semble être plutôt vers les 12 000.
On est encore loin de l'Allemagne. L'Allemagne a 3 fois plus de lits de soins intensifs par habitant que la France ou l'Italie, en tout cas par rapport au début de crise. Et aujourd'hui, les estimations officielles, c'est 6 300 malades en soins intensifs. Le problème, c'est le problème de répartition géographique, parce que ce n'est pas aux endroits où on a la disponibilité qu'on a les malades. Donc, ça explique les convois qu'on essaie de faire pour délester des régions. J'ai envie de dire tout ça pour ça, c'est-à-dire que c'est un vrai sujet, ça met une tension énorme sur l'hôpital, ça met une tension énorme sur les soignants, mais les 2 premières semaines de la crise coûtent 45 milliards d'euros. Donc, si on mettait cet argent directement à l'hôpital, je pense qu'on aurait des solutions, même si évidemment l'argent ne résout pas tout, mais je fais référence au fait qu'on a réussi à pousser les limites des soins intensifs à aujourd'hui 12 000 places. Alors, je vous ai parlé de surveiller la Corée, qui était celle qui avait fait la réponse sérieuse à l'époque. Alors, la Corée, elle a des petits frères et des petites sœurs qui nous sont beaucoup plus proches, c'est l'Allemagne et la Suède. Donc, je vous encourage à regarder ce qui se passe là-bas. On parle très, très peu dans les informations de l'Allemagne et de la Suède. Ils ont une approche qui est différente. La Suède est aux limites du laisser-faire. Ils font un confinement très, 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 très limité. Mais en revanche, ils comptent beaucoup sur l'attitude de la population pour essayer de limiter. L'Allemagne a 0,3% de taux de mortalité. C'est notamment lié au fait qu'ils ont fait 10 fois plus de tests que nous. Et je pense que quand je dis 10 fois plus, ça s'est accéléré. Donc, ils ont un nombre de gens qui sont contaminés, qui sont plus proches de la réalité. 0,3%, c'est important parce que c'est à peu près ce qu'il y a pour la grippe, pour les épisodes de grippe. La Corée, on peut considérer qu'ils sont sortis de la crise et ils ont 160 morts. Donc, c'est assez étonnant. Donc, la Suède, je vous le disais, n'a pas confiné. Et aujourd'hui, le nombre de morts en millions de la Suède est tout à fait dans la norme. C'est très compliqué à évaluer parce que la date de rentrée dans la crise est certainement plus tardive que l'Italie, par exemple. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant à suivre et à regarder. Une grosse partie des décisions qu'on prend sont liées aux résultats de la Chine. J'ai à titre personnel une méfiance très très forte sur les chiffres de la Chine et je vois des articles de mathématiciens qui disent que la courbe que présentent les Chinois n'a pas vraiment de sens mathématique. Pour ce qui est d'une lutte contre le virus, il n'y a que 3 possibilités. La première possibilité, c'est l'immunité. C'est un peu le choix de la Suède, ça a été un peu le choix de l'Angleterre jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'ils allaient avoir du mal, qu'il aurait fallu se préparer dans les services de soins intensifs, parce que les gens qui sont malades peuvent avoir besoin de soins intensifs, même si leur vie n'est pas forcément en danger, enfin, ou plutôt sur leur probabilité de chance, la probabilité de mourir n'est pas si élevée. C'est quand même des soins qui demandent, enfin, c'est quand même une maladie qui demande des soins. Donc, l'immunité, c'est une solution. L'isolation du virus, c'est une chimère. C'est-à-dire que quand le virus est l'Ebola et qu'il est géographiquement limité, on peut espérer l'isoler, mais il y a un moment à partir duquel, statistiquement, ça devient impossible. Et la troisième solution, c'est le vaccin, mais ça, ce n'est pas avant 1 an. Donc, intéressant de voir qu'est-ce qu'on va choisir, parce que si on n'a pas l'immunité de la foule, eh ben, on a le risque des vagues successives qui reviennent. Et ça pose une grosse question sur la sortie de crise. Alors, je vous suggère de faire le chaman. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois certains de mes clients qui ne font pas le travail d'aller prendre la parole et d'aller prendre la main avec leurs collaborateurs ou leur écosystème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le chaman? Ce n'est pas exactement ça. C'est pas ça non plus. C'est plutôt ça. Le chaman, c'est expliquer l'inexplicable. Expliquer pourquoi on a gagné ou perdu un contrat.
Dans la tribu primitive, expliquer la mort de la petite fille de 2 ans sur laquelle un arbre était tombé, c'était important. Tant qu'on n'avait pas fait cette explication, tant que le chaman ne s'était pas mis dans la caverne à jouer du tam-tam et à boire des choses bizarres et fumer des choses bizarres et sortir au bout de 3 jours complètement exténué et dire en fait les esprits avaient besoin de cette petite fille comme nouveau totem pour la tribu et on va l'accueillir ce soir et c'est une bonne nouvelle, et ben, la tribu était mal. Alors pourquoi faire le chaman? Parce que ça fait partie des fonctions du pouvoir. Le pouvoir, c'est être un guerrier, c'est-à-dire ramener des sous dans l'entreprise, ramener du chiffre d'affaires. Si vous n'en ramenez pas, vos collaborateurs vont se mettre à douter de votre capacité à être le chef. Être un juge, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait de l'équité que la justice soit au cœur de votre entreprise, qu'il n'y ait pas d'iniquité, qu'il n'y ait pas d'injustice. Et puis, il faut aussi être le prophète. Il faut expliquer où va l'entreprise. Il faut montrer qu'il y a une voie. C'est bien décrit par des tas de travaux. Je vous fais bien entendu référence à ce livre de Yuval Harari, Sapiens, qui explique très très bien qu'une entreprise, finalement, elle n'existe que parce que les gens y croient. Vous pouvez aussi avoir en référence la Bible. Il y a dans la Bible à la fois des rois qui sont des chefs de guerre, à la fois des juges comme Salomon, et puis à la fois des prophètes qui vont chacun avoir une fonction en face du roi ou du juge. Mais dans l'Europe féodale, vous pouvez voir que la société est organisée autour de celui qui organisait la défense ou les travaux collectifs, celui qui était responsable de la justice et celui qui organisait l'aspect spirituel. Mais au-delà du spirituel, c'est encore une fois répondre à ce qui est irrationnel, à ce qui est inexplicable. Et dans la société actuelle, on a ces 3 personnages qui questionnage. Donc pourquoi faire le chaman? Alors, argument d'autorité suprême, parce que Steve Jobs le faisait. Et quand vous connaissez mon opinion sur Steve Jobs, vous voyez que c'est un argument assez faible. Parce que la nature a horreur du vide. En fait, le risque, c'est ça. Le risque, c'est la rumeur. Le risque, c'est la prise de pouvoir par des grandes gueules. On peut parler des gilets jaunes. Je pense que ça s'explique notamment parce que le pouvoir n'a pas fait son rôle en face. Je pense aussi que donner du sens au travail des collaborateurs est essentiel dans ce moment de doute. C'est essentiel à un moment où les collaborateurs se demandent pourquoi est-ce qu'eux travaillent et d'autres ne travaillent pas, pourquoi est-ce qu'ils prennent des risques, pourquoi est-ce que finalement ils vont au travail. Et donner du sens au travail, c'est la notion du why. Je vous fais référence notamment à un livre que Joe vous avait présenté dans une de nos conférences. Ça se trouve sur le site, sur la chaîne YouTube Melsion, mais on vous la mettra en lien, qui est donc un de ces livres qui montre que les entreprises qui ont le plus de puissance sont celles qui ont une vraie expression du pourquoi elles font. J'ajoute un dernier point, ne pas donner prise au futur remous. Vous avez vu les gilets jaunes. Moi, en ce qui me concerne, je suis très très pessimiste sur le suite. C'est-à-dire que je pense qu'on va s'apercevoir que le gouvernement a surréagi, qu'on va s'apercevoir qu'il n'y a pas de différence entre les pays qui ont fait du confinement, donc qui ont mis leur peuple en prison pendant 2, 3, 4, 5 semaines, et ceux qui ne l'ont pas fait, que finalement le nombre de morts n'est pas ce qu'on nous a annoncé. Alors évidemment, ce sera toujours facile de dire heureusement qu'on a fait le confinement, sinon imaginez. Mais du coup, je pense qu'il va y avoir toute une partie de la population qui va perdre encore plus confiance
Et ce qui se passe derrière, c'est des remous sociaux. Et si vous n'êtes pas une de ces entreprises qui a fait du sens, qui a tenu son rôle, qui a aidé les plus faibles au moment où c'était nécessaire, qui a contribué à un monde meilleur, eh ben, vous risquez de passer pour les profiteurs de guerre. JXO, il te reste une minute. Bon, écoutez, on n'a pas le temps dans un format comme celui d'aujourd'hui de faire le tour sur comment faire le chaman. Donc, je vous donne trois éléments. C'est un message qui va au-delà de l'horizon visible. Et c'est quelque part attirer le regard de vos collaborateurs sur ce qui se passe après, sur ce qu'il va y avoir d'intéressant plus loin. C'est une question de posture et d'attitude. Et il y a toujours la question de l'usage des symboles. Donc, c'est chacun de ces éléments est un sujet en soi. Je vous engage à aller voir un article de Philippe Silberzheim qui parle des trois différents de la réponse face à l'incertitude et les trois différents jugements qu'il faut émettre. Le jugement de réalité, qu'est-ce qui se passe? Le jugement de valeur, qu'est-ce que ça signifie? Et évidemment, un jugement d'action, parce qu'il faut certainement mettre vos collaborateurs et l'écosystème avec lequel vous êtes dans l'action. Voilà, merci à tous. Et donc, je vais passer la parole à Joe. Waouh, tout de suite comme ça. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux questions? Ça me permet d'avoir un feedback. Oui, Jean-Christophe, est-ce que tu pourrais mettre sur le fil ou votre système Drive l'article de Silberzheim? Alors, il vient d'être mis par Eugénie. C'est un article de Harvard Business Review. C'est ce que je cherchais, mais je ne le voyais pas. Voilà, d'accord, merci Eugénie, bravo. Pas de souci. Ah, il y a une main levée de Manuel. Manuel, nous t'écoutons. Oui, c'est pas une question, c'est juste, comme tu viens de parler de la maladie, vous savez qu'on travaille sur des aspects scientifiques. Donc, d'une part, je vous envoie un lien vers une base publique que l'on a créée qui rassemble des informations techniques et scientifiques. Le deuxième point, c'est qu'on a été sollicité par le CEA pour voir comment il était possible de faire des masques les plus efficaces possibles à la maison. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de faire un tuto, mais il s'avère que la matière la plus efficace, c'est tout simplement la polaire. En termes de filtration, on est en train de regarder pour rajouter sur la polaire il manque juste l'électricité statique dans la polaire, donc on est en train de regarder pour rajouter un Swiffer tout bête, donc faire un sandwich entre un Swiffer et deux polaires. Donc si on a envie de s'amuser et sortir avec des masques encore plus efficaces que les FFP2, vous venez d'avoir une astuce qui fait que la polaire va vraiment filtrer de manière très très fine les particules, donc on est dans le champ de ce qu'on a besoin pour filtrer le virus, et l'électricité statique du Swiffer va venir vous le rajouter une couche, sachant que vous pouvez toujours le laver par la suite. Voilà, c'était juste pour rajouter sur ce qu'avait dit Jean-Christophe. Je vous envoie le lien, vous notez, vous allez vous balader dessus. On l'alimente au fur et à mesure sur des choses plutôt scientifiques, mais on va essayer de relayer aussi ce que fait Melchior. Je vois que François-Éric demande c'est quoi un Swiffer. Je pense que François-Éric, il va falloir que tu te mettes un peu au ménage. Good, merci beaucoup Manuel. Eh bien écoute Joe, the floor is yours. Alors, je voudrais moi partager avec vous quelque chose juste de plus pratique sur comment communiquer pendant cette période de crise. Si j'arrive à partager mon écran, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Bon. En quelques minutes, je vais juste résumer encore des choses que vous connaissez peut-être déjà pour la plupart d'entre vous, mais je pensais que c'était bien quand même de cadrer de comment faire pour communiquer à la fois avec ses collaborateurs et ses clients, sachant que la communication déjà en temps normal hors crise est difficile et que dans la crise,
certains d'entre vous, en fait, chacun va passer par des phases différentes. Donc, je vous rappelle ce qu'on avait défini ou prévu comme 3 phases pour la crise. Dans la première phase, c'est une mise à l'abri. Donc, d'abord, accepter la réalité, se protéger. Après, il y aura cette phase de ralentissement. Donc, c'est un ralentissement un peu provoqué et un peu partout dans le monde, mais qui n'arrive pas toujours au même moment. Donc, il y a des gens qui sont en train de se mettre à l'abri et d'autres qui sont en phase maintenant de ralentissement établi, on va dire. Et dans cette phase-là, réorganiser le travail, rester bien sûr à l'écoute. Et là, il y a une opportunité à renforcer les relations. Je viendrai développer un peu ce point un tout petit peu plus tard dans cette présentation. Et après, bien sûr, prévoir le redémarrage, sachant que bon, on ne sait pas trop à quel moment on va reprendre en fait un régime normal comme c'était avant. On ne sait d'ailleurs même pas si ça va être comme avant. Mais en tout cas, ça va reprendre à un certain moment. Et là, ce qu'il faut faire, c'est être prêt pour composer avec ce qu'on aura sous la main, trouver des opportunités parce qu'il y aura pour les entrepreneurs, en tout cas, plein d'opportunités, et le principe de l'effectuation. Et pour ceux qui nous connaissent, on cite à nouveau Philippe Silberzahn, un ami bien proche. Et l'effectuation, ça fait partie de ce qu'on développe depuis longtemps. Vous pouvez d'ailleurs voir la vidéo de Philippe Silberzahn qui parlait de l'effectuation à notre séminaire Melsion. Je ne sais plus quelle année c'était, mais Eugénie va vous mettre ça peut-être dans le chat. Ce serait un bon rappel avant de préparer la reprise. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je pense qu'on pourra faire un atelier dédié à comment finalement préparer cette reprise basée sur les mêmes principes de l'effectuation. Pour comprendre en fait le cycle de stress, comme quelque chose arrive subitement, on a un niveau de stress qui commence par monter très très vite. En gros, on ne sait pas ce qui nous attend. Et puis petit à petit, on commence à comprendre, donc le niveau de stress baisse un peu. Puis on ne sait pas ce qu'on... on sait ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire on voit plein de choses, plein de questions et on est dans l'ignorance en fait de comment ça va se passer, de ce qu'on pourrait faire, de quels sont les moyens, etc. Puis petit à petit, on commence à comprendre ce qu'on pourrait faire. Et puis le niveau de stress redémarre quand on commence à vouloir mettre les choses en place et on remarque que finalement, c'est pas si facile que ça. Et bien, ce cycle-là, ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous êtes à des niveaux différents d'ailleurs. C'est aussi très personnel, mais ça arrive sans doute à chacun de vos collaborateurs, chacun de vos clients, chacun de vos fournisseurs, distributeurs. Et du coup, dans la communication telle que je recommande de la faire, ce serait bien de prendre en compte où chacun de vos interlocuteurs se trouve au moment où vous lui parlez. Donc, bien sûr, il faut communiquer d'une façon beaucoup plus fréquente qu'avant parce que c'est plus difficile quand on est en isolement obligé social. Et n'oubliez pas, dans la communication, de toute façon, les mots, les phrases, ça ne représente que 7% de ce qu'il est. Quand on n'a que l'écrit, c'est extrêmement pauvre. Et puis le reste, c'est le langage corporel, le ton de la voix, qui s'améliore, en fait, dont on peut bénéficier quand on est à distance, plus en vidéo que seulement par l'écrit. Mais tout ça pour bien comprendre que finalement, communiquer de façon efficace n'est pas toujours évident. Et du coup, annoncer son intention peut devenir très important quand on appauvrit les médias par lesquels on communique. Alors, si on veut adapter à chacune des phases de la crise, pendant la phase de mise à l'abri, ma recommandation, c'est de garder sincérité et authenticité. Ça, c'est des moments où on se révèle vraiment beaucoup. Ne pas paniquer, bien évidemment, ce n'est pas toujours facile. Et puis, rester factuel et réaliste. On entend effectivement plein de choses. Est-ce qu'on attend qu'on prédise l'avenir ou qu'on essaie d'expliquer ou d'interpréter ce qui est en train de nous passer? Eh ben, c'est là où, pareil, chacun va se révéler en fonction de son style de leadership. Dans la phase de ralentissement, à l'évidence, il faut exprimer beaucoup plus de l'empathie. Les gens sont chacun en train d'essayer de surmonter à sa façon le stress que cette crise a généré. Des inquiétudes sur le futur, des inquiétudes sur leur job, des inquiétudes sur leurs revenus, des inquiétudes pour leur famille proche,
certains, je vous rappelle, pourraient être eux-mêmes en détresse ou éventuellement en deuil. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Et dans cette ouverture et dans ma recommandation de l'authenticité, la vulnérabilité est une force. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide et proposer de l'aide. Et souvent, la symétricité, en fait, induit une amélioration ou une plus grande authenticité dans ces relations-là. Bien sûr, tous les collaborateurs ou tous vos clients n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Et ça, c'est peut-être un moment de vérité qui va vous révéler plein de choses et vous aider peut-être par la suite à faire des choix ou le tri. Et dans cette période de ralentissement, c'est une excellente opportunité pour commencer à se projeter dans l'avenir. Et pour la période de démarrage, c'est une reprise. Ça ne veut pas dire que tout va revenir à la normale tout de suite. Pour certains, le redémarrage peut être hyper brutal. On attend, et puis d'un coup, boum, ça va se libérer, on sera en suractivité immédiate. J'imagine ça peut-être pour les coiffeurs, moi je commence un peu à en souffrir. Ça peut être le cas pour les dentistes. Et pour d'autres, ça peut être un démarrage extrêmement lent où ça va être doublement pénalisant, c'est-à-dire que la reprise faible de l'activité ne justifiera plus les aides. En revanche, on sera en dessous du seuil de rentabilité, ce qui peut augmenter en fait les pertes quand l'exploitation va redémarrer. Donc, essayez de préparer vraiment tout ça. Et à ce moment-là, faire appel à la créativité, donc remettre le système en marche au plus vite, être plutôt dans la recherche de solutions que dans la plainte ou jouer les victimes parce qu'on a eu des problèmes. Alors, profiter de la crise pour renforcer les relations. Alors, je parle vraiment des relations personnelles que je recommande d'avoir avec ses bons clients et ses collaborateurs. Et ça, c'est une opportunité extraordinaire. Il y a plusieurs articles qui ont été écrits là-dessus. C'est de faire le fameux How are you meeting? C'est un meeting où le seul objet, c'est comment ça va. On a l'habitude de dire comment ça va, c'est juste une formule de politesse et la réponse est ça va bien, merci. Alors de quoi on parle? Et là, la recommandation, c'est de profiter, de créer ce moment extrêmement précieux où vous allez prendre contact d'une façon personnelle, le téléphone ou éventuellement par vidéo si vous voulez, avec des clients, des partenaires stratégiques ou des collaborateurs, mais individuellement. Et le sujet, ça va être, alors comment ça va? Racontez-moi comment ça se passe pour vous, comment vous vous organisez, qu'est-ce qui vous préoccupe? Ça peut, en fait, déjà, ça peut surprendre. Donc, souvent, ça appelle, et du fait, pourquoi tu m'appelles, c'était à quel sujet? Eh ben, juste pour avoir des nouvelles. Et si jamais il y a des sujets à traiter, la recommandation, c'est de dire, eh ben, bien sûr, je note, je t'avais appelé pour une autre raison, et ce serait peut-être mieux, on va prévoir un autre rendez-vous et le faire de façon vraiment distincte et séparée. On prend rendez-vous et on parle du sujet que tu voudrais traiter. Donc, ça permet de connecter avec les personnes. Ils s'en souviennent pendant longtemps. Si vous cherchez l'effet waouh, eh ben, c'est une excellente opportunité. Cela dit, on ne peut pas le faire en faisant semblant. Donc, il faut vraiment être à l'écoute. Il faut le faire avec beaucoup de conviction, en tout cas, et soyez vous-même, c'est-à-dire que réciproquement, ils peuvent eux-mêmes vous demander de révéler certaines choses, de vous ouvrir et de partager ce qui va vous rendre vulnérable. Et le leadership par la vulnérabilité dans le grand contexte du sens qu'on donne à tout ce qu'on fait, je pense que c'est une opportunité formidable pour ceux qui savent le faire et qui le font vraiment bien. Est-ce que vous avez des questions? Encore une fois, n'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole. Mais j'ai l'impression que c'était plutôt clair, Joe. Oui. C'est certain. Oui, Joe, je rebondis sur ce que tu disais. Est-ce que tu recommandes d'appeler les collaborateurs et les membres de son écosystème, clients, fournisseurs, etc., en one-to-one, ou est-ce que tu recommandes également de faire un Zoom qui réunirait éventuellement tout le personnel ou bien une partie significative des effectifs de l'entreprise? Alors, excellente question en fait. J'ai pas pris le temps de développer ça. Oui, il faut les deux.
C'est-à-dire, c'est bien pour être efficace de faire des réunions collectives, et notamment pour afficher ses intentions, parler de sa vision de l'avenir et recueillir des idées, parce qu'il y a une émulation et on se stimule à sortir de nouvelles idées. Mais il est impératif d'appeler chacun individuellement et séparément. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'étaler leurs histoires personnelles en public. Ils vous font à vous confiance, mais pas nécessairement à tous les autres qui sont sur un call collectif. Et je préconise la même chose pour les clients. Et même dans la façon de vous adresser aux clients, le fait de dire « on a décidé que pour tous nos clients, on allait faire ça », ça ne les valorise pas. Alors qu'appeler chacun des clients en disant « au vu de votre situation personnelle que j'ai comprise, voilà ce que je fais pour vous », même si c'est la même chose pour tout le monde, je pense que l'impact est énormément plus grand. Merci Joe. Good. Bon, il nous reste à vous remercier tous pour avoir participé à cette conférence. On essaye de maintenir ce format, donc on est à l'écoute de vos commentaires dessus. C'est-à-dire qu'on voudrait faire tous les vendredis matins à 11 h ce type de rubrique alternée entre les 4 associés de Melsion. Donc encore une fois, vos retours sont bienvenus. La vidéo est sur YouTube dans une demi-heure, 3/4 d'heure. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qu'on a faites. Il y a c'est un format qui est l'enregistrement de tout ce qui s'est passé, donc c'est toujours ça peut être un peu moins intéressant que d'être dedans. Maintenant, c'est à chaque fois avec des bonnes informations sur les différents sujets. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par nos partenaires dessus. Donc, il me reste à vous remercier. Et alors, je rebondis en fait sur ce que Tristan a commencé par annoncer, c'est-à-dire que nous avons une série d'ateliers thématiques qu'on va faire ad hoc, probablement à raison d'une fois par semaine, à compter de la semaine prochaine sans doute, en plus du vendredi. Et c'est pour traiter les différents aspects de comment on prépare la reprise et comment on s'adapte très vite au nouvel environnement. Et je terminerai en disant que si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers Melsion et de leur poser les questions plus détaillées que vous avez bien entendu chacun dans cette période. Merci à tous. Merci à tous. bonne fin de journée.